J'ai décidé, comme des milliers de personnes chaque année, de me tester sur le GR20. Même si cette année, pour son 50e anniversaire, la fréquentation s'avérera bien moindre sous l'effet de la pandémie. Je dis adieu à mon confort pour les 2 semaines à venir. Au programme, des douches froides, des toilettes spartiates, des nuits courtes et un sac de 14 kilos. En route pour la Corse, direction l'aéroport de Calvi, puis le village de Calenzana pour la nuit, avant de me mettre en route demain matin. Un mélange d'excitation et d'appréhension va perturber cette première nuit. Premier jour, 6 heures. À la sortie du village, le départ du GR20. Enfin, pas vraiment. En réalité, mon GR20 a réellement débuté il y a déjà quelques mois, dans le nord de la France. Pour ce genre d'aventure, il est préférable de développer son endurance sur de forts dénivelés et de s'habituer à porter un sac chargé. Mais revenons où nous en étions. Je sais que ce sera très difficile et qu'il faudra repousser mes limites. Mais je sais aussi que ce sera une aventure unique à travers la beauté sauvage et magique des montagnes. Seul sur ces premières pentes, je profite de la vue sur Calvi, du lever de soleil, de la douceur de la température et de l'odeur du maquis. Ce premier jour, je dois monter à plus de 1500 mètres. Certains passages me préparent doucement aux prochaines étapes. Le sentier va de Calenzana à Visavona pour la partie nord et de Visavona à Conca pour sa partie sud. En raison de son terrain accidenté et de ses changements météo fréquents, ce trek à travers la Corse est considéré comme l'un des plus difficiles d'Europe. Pour certains, il est le plus difficile. Ouais. Ben, je la vois. Oh purée, tu vois le chalet? Ouais. Oh. On arrive. Oh là là. Génial. Premier refuge. Cette première étape est une belle entrée en matière. Mon bivouac est organisé pour une bonne nuit réparatrice. Et comme nous ne sommes pas très nombreux, cela laisse aux propriétaires du terrain le loisir de paître tranquillement au milieu des tentes. J'attends la suite avec impatience. Ce deuxième jour, la montagne se présente réellement, incroyablement belle, mais accidentée, hostile et vertigineuse.
Le terrain n'est vraiment pas facile. Beaucoup plus technique qu'hier et donc plus éprouvant. Le passage des brèches, des portions de montée et de descente à pic resteront un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Cela ressemble parfois bien plus à de l'escalade qu'à de la randonnée. Heureusement, en fin de journée, la nature nous offre de sublimes moments précieux et reposants. Ce matin, au départ de cette troisième étape, il me faut affronter, après la passerelle de Spassimata, des dalles très pentues, qui doivent être très glissantes par temps de pluie. Et je peux dès à présent voir le sommet derrière lequel le soleil fait une timide apparition. Malheureusement, une alimentation insuffisante ces 2 derniers jours va me rappeler que la moindre erreur ne pardonne pas sur ce genre de relief. Et cette belle journée va se transformer en un épisode de souffrance. Chaque pas est un calvaire. Avec mon sac comme entrave, les rochers me semblent de plus en plus hauts. Mais je m'attendais à ces moments difficiles et j'y suis préparé. Mon moral n'est pas entamé et c'est bien là l'essentiel. Allez, botte. En descendant vers la station d'Ascaux, je peux voir l'objectif de demain, la montée mythique vers le plus haut sommet de la Corse, le Monte Cinto.
2 heures pour arriver sur un plateau, donc 2 heures de montée. Ensuite 2 heures pour arriver au sommet. Après 1 heure pour une première descente. Et ensuite 3 heures de descente. Et après une demi-heure pour les bergeries de Ballonne. Il semble que le soleil ne passe jamais sur ce versant. Toute la montée se fait à l'ombre, entourée des 3 côtés par la montagne. Un risque d'orage est annoncé pour la fin de matinée, une épée de Damoclès. Il n'est pas question de se trouver sur les crêtes si l'orage éclate. Ici, je prends conscience de l'immensité et de l'intensité de ces paysages renversants. Je peux ressentir la puissance de la montagne. À l'ouest, les nuages noirs se font de plus en plus menaçants. Mais ils ne semblent pas vouloir passer la crête, bloqués qu'ils sont par un vent d'est. Lentement, pas après pas, je gravis à travers les pierriers les derniers mètres jusqu'à atteindre le sommet, sous de terribles bourrasques. Il faut maintenant redescendre sur un terrain tout aussi périlleux que lors de la montée. Trouver les bons cailloux où poser les pieds pour éviter la chute. Et s'il le faut, un flot d'hélicoptères me rappelle la dangerosité de ce sentier, sur lequel chaque pas est une prise de risque. Les 4 premières étapes sont terminées. Ce soir, nous fêterons en groupe notre arrivée à la bergerie de Ballonne. J'aurai la chance durant cette quinzaine d'avoir un temps magnifique. Un peu de vent mais pas de pluie.
La pluie qui peut rendre cette randonnée extrêmement dangereuse, surtout sur les pentes escarpées des premières étapes. Après une raide ascension matinale dans les rochers, il est temps de se restaurer. Il est 9h30. C'est l'heure d'apprécier une appétissante omelette au fromage dans un décor alpestre et de faire quelques rencontres. Aujourd'hui, le temps est idéal pour profiter des rayons du soleil et des bassins que nous avons la chance de trouver sur notre chemin et dont la température stimulante permet de soulager les articulations. Le paysage autour de moi n'est plus le même. Nous avons quitté l'aridité des sommets des premières étapes pour retrouver un univers incroyablement varié. La vallée est truffée de pins géants qui semblent dater de l'ère du Jurassique. Bonjour. Ce soir nous attend un excellent repas au restaurant et le partage d'un refuge à 5. Ce 6e jour de randonnée offre, une fois encore, de nouveaux paysages. De magnifiques sous-bois qui filtrent les rayons du soleil. Puis, une douce montée nous mène vers d'étonnants arbres penchés, sculptés par le vent, dans un panorama merveilleux. Nous parvenons alors dans un lieu magique, le lac de Nino et ses pozzines, l'herbe grasse et les chevaux sauvages. Et pour la première fois depuis le départ, un chemin de terre. C'est enfin l'heure de la pause. Nous partageons pain, fromage et saucisson achetés hier soir au col de Vergio. Un délice.
Je fais une courte halte dans une bergerie pour le ravitaillement, et il est temps de gagner le refuge qui met fin à l'étape du jour. Aujourd'hui, les barres rocheuses refont leur apparition. Je retrouve sur cette étape, qui nous mène vers le refuge de Petrapiana, un terrain beaucoup plus accidenté. Une ascension redoutable à travers rochers et pierriers me mène vers le col à plus de 2200 mètres. J'apparais alors de l'autre côté de la brèche, où je découvre les lacs glaciaires de Melo et Capitello. Le terrain est ensuite escarpé dans une zone rocheuse en dévers qui nous emmène vers la brèche de Capitello. Dernier gros passage d'escalade du circuit. La chaleur de juillet nous enveloppe. Heureusement, à cette époque de l'année, tout au long du parcours, on trouve pas mal de sources. La clim. Encore une étape qui s'achève. Certains d'entre nous ont décidé de ne faire que la partie nord. Pour eux, la fin de l'aventure est proche. Ce matin, le marquage nous conduit d'emblée dans une belle descente. Et même si je suis maintenant habitué au rythme de cette randonnée, j'ai les jambes particulièrement raides sur ce début d'étape. Me voici face à une succession de cascades et de vasques plus belles les unes que les autres. Et il est difficile de résister à la tentation de se mouiller dans cette eau translucide et très fraîche. Je me sens privilégié de pouvoir apprécier tous les jours cette nature remarquable, malgré la fatigue qui commence à se faire sentir. Après les premiers rayons du soleil, je me dirige vers la fin de la partie nord. Après l'ascension matinale, le chemin mène au sein d'une vallée rocheuse et boisée, dans une descente interminable. Peut-être la plus longue descente du parcours. Lors de cette descente, je prends conscience que la réussite de ce trek ne dépend pas uniquement de mes capacités physiques ou de ma motivation. Elle repose aussi sur une concentration de chaque instant. Un faux pas et c'est fini.
Je prends conscience également de la chance que j'ai d'être là et de pouvoir apprécier ce que la plupart des gens n'ont pas l'opportunité de vivre. Et voilà, la partie nord du GR20, qui est réputée pour être techniquement difficile, est terminée. Avant de partir, j'ai collecté un maximum d'informations sur le parcours. Je connaissais la réputation de cette première partie. Eh bien, elle n'est pas exagérée. Et maintenant, elle est derrière moi. C'est à la fois fantastique et irréel. En tout cas, c'est une première victoire. Je m'attaque maintenant à la partie sud, supposée plus facile et plus roulante. Ayant perdu beaucoup de mes compagnons de voyage, je débute seul cette seconde partie, à l'affût des marques rouges et blanches. Et ce qu'il me reste à parcourir n'est pas une promenade de santé. Le sud est surtout moins accidenté et moins vertigineux. Bon alors, le sud, ça roule beaucoup plus que le nord, il n'y a rien à dire, enfin au moins entre Visavone et Capanel. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment super joli, c'est beaucoup plus vert que dans le nord. Il doit être 11 h à peu près. Il fait déjà bien chaud. Je suis parti à 8 h. Un petit peu de repos bien mérité entre le nord et le sud. Parce qu'habituellement, c'est plutôt départ maximum 6 h pour éviter les grosses chaleurs. Seul, on ne l'est jamais longtemps sur ce sentier. Je suis à peine surpris en croisant les hommes de la Légion étrangère qui remontent vers Calvi. Merci. Pardon. Bonjour. La première étape du sud se termine. Ce soir, je m'arrête dans la station de ski d'Icapanel. Un excellent repas et le plaisir de rejoindre ma chambre d'hôtel. J'attaque une rude montée avec un fort dénivelé à travers une forêt de hêtres, puis en terrain découvert. Avant d'atteindre la fin de l'étape du jour et son rituel. Organiser la tente, faire la lessive, prendre une douche à température variable, profiter du confort des toilettes, préparer la journée du lendemain, faire le plein d'eau, boire une bonne bière et prendre un bon repas.
Le sud, nettement plus verdoyant que la partie nord, m'offre tout de même une succession de traversées d'arêtes faîtières, de pointes rocheuses qui obligent encore à quelques parties d'escalade. C'est juste beau. Encore une étape qui s'achève. Je suis accueilli ce soir par les chevaux du refuge d'Utshulu. Sur ce tracé, le paysage est un véritable bouquet de saveurs, de couleurs et d'odeurs qui encouragent mon esprit à flâner. Bouge! C'est sûr qu'il n'est pas midi? 10 heures. Plus que celui de Spasivreta. Ouais. Le mont Incudine, le plus haut sommet de la Corse du Sud, me rappelle que je suis en haute montagne et m'offre la première vue sur les aiguilles de Bavella que je traverserai le lendemain. Une dernière descente, très technique et qui me casse les jambes, termine cette étape, avec cette impression fréquente en montagne que l'on peut toucher du doigt le refuge, alors qu'il se trouve à plusieurs heures de marche. Ce soir, le vent s'est levé. Il m'accompagnera jusqu'à la fin, rendant mon sommeil plus aléatoire. Avant-dernière étape. J'ai peu dormi et j'en subis les conséquences. Mais malgré cela, c'est un pur plaisir tous les matins de reprendre la route.
Aujourd'hui, je profite. L'une des attractions naturelles les plus célèbres de Corse, les aiguilles de Bavela, offre des paysages fabuleux, des formes étonnantes et des couleurs qui vont du gris au rouge. Someone should have told you that you'd never find yourself alone. C'est aussi un retour à la civilisation, aux voitures et aux touristes. Même si le vent et un potentiel orage ont fermé le col pour cause de risque d'incendie. Il doit être dans le... On va pas remonter en face, quoi. Non. Non. Une dernière douche froide, une dernière lessive, une dernière source, une dernière nuit venteuse et glaciale. Et le dernier jour sur le GR20. Sitting smoking leaves, walking past spotted up windows, get you down. Les images de mon départ à Calenzana me reviennent. Et je me laisse envahir par une pointe de nostalgie en parcourant ces derniers kilomètres. Someone should have told you that you'd always have a place to go. Someone should have told you that you never find yourself alone. Je suis simplement ému et fier de parvenir à terminer ce périple, d'atteindre mon objectif. Je suis aussi empli d'humilité face à cette merveille naturelle qu'est la montagne corse. Et je repense aux personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage. Des rencontres qui sont fabuleuses et inoubliables. Parce que nous vivons la même aventure, rencontrons les mêmes difficultés, parfois les mêmes douleurs, et partageons tous le même plaisir, la même volonté, et je suppose aussi les mêmes émotions. Plus petite que la paroi, comment tu veux que je passe dessus? Les dernières pierres, les derniers rochers. Je profite du moment. J'ai conscience que c'est la fin de l'aventure. Je laisse les montagnes derrière moi. Je me sens comme un témoin porteur d'expériences impossibles à exprimer. J'ai vaincu le GR20. Comme dans un rêve.
Pardon.